Moins 10% sur le Bitcoin depuis le début de l'année, moins 6% sur le Nasdaq. L'inflation aux États-Unis qui est au top de sa life à 7%. On peut dire que c'est moins pire en France avec 1,6% d'inflation en 2021. Le paquet de pâtes pourrait coûter jusqu'à 7% plus cher à cause des cours du blé qui se sont enflammés de près de 40%. 10 centimes de plus sur la baguette de pain. Mais tout ceci n'est que broutilles comparé à ce qui va se passer le 1er février sur le livret A. Et c'est dans ce contexte anxiogène, de tension et de ras-le-bol sociétal, oui ça veut rien dire, on s'en fout, qu'exceptionnellement s'abonner à cette chaîne YouTube est gratuit depuis toujours. Si tu es encore là après cette grosse barrière à l'entrée, c'est que tu veux en savoir probablement plus. Et nous allons commencer par la bonne nouvelle. To the Moon, le livret A. C'est ce compte rémunéré qui est complètement exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux, dont le taux est fixé 2 fois par an, dont le 1er février. Ce placement préféré des Français où il y a actuellement déposé pas moins de 470 milliards d'euros entre le livret A et le LDD. Et à quoi sert cet argent déposé? Financer les logements sociaux, le renouvellement urbain et protéger les Français de l'inflation. Alors Bruno, c'est le gouverneur de la Banque de France. En termes de protection d'inflation, je suis pas sûr. Parce qu'au mois de décembre, on a quand même eu 2,8% de hausse des prix en France, 1,6% d'inflation en 2021. Donc même, Bruno, si tu montais le taux du livret A à 2%, en rendement réel, on perdrait encore de l'argent. Alors, j'ai juste oublié en fait la bonne nouvelle, c'est que le taux va doubler quand même. Ça fait beaucoup. On passe de 0,5% à 1% par an, pas par jour. Je préfère préciser. Et en même temps, on va pas se plaindre, parce qu'aux États-Unis, on est à 7% d'inflation. C'est des records historiques, enfin quasiment, depuis 1982. Ça nous rappelle d'ailleurs la bonne époque, à ce moment-là, je me souviens, les prix des... Ouais, non, j'étais pas né, moi. Je me fais un petit peu plus vieux que... Effectivement, aux États-Unis, ça devient tendu. Raison pour laquelle Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, autrement dit la Fed, va probablement relever ses taux directeurs en 2022, plus fort, plus vite. Parce que ça, oui, j'étais né. On va donc faire ce qu'on appelle normaliser la politique monétaire. Et arrêter la planche à billets. Cette semaine, la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a dit que la tâche la plus importante de la Fed était l'inflation. Alors, la plus importante après 2 ans de sieste, parce que jusque-là, en fait, on s'en tapait un peu. Objectif, revenir à 2%. Ce qui, en termes de probabilité, devrait correspondre à partir du mois de mars à une première remontée des taux de la Fed. On aura d'ici juin entre 2 et 3 hausses de taux et entre 3 et 4 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Ce qui a pour conséquence de faire remonter le taux à 10 ans aux États-Unis autour des 1,75%, même si cette semaine, il s'est plutôt stabilisé. Ce qui n'a pas entraîné de choc profond sur le marché des actions. Après, profond, ça dépend où. Plus les taux montent et plus les investisseurs préfèrent acheter des cycliques. Ce sont ces valeurs qui dépendent des cycles économiques et notamment de ces périodes d'inflation. Et dans le même temps, larguent les technos. Parce qu'elles sont très bien valorisées, trop chères, et à l'avenir, elles ont beaucoup moins de cash à investir. Et le Nasdaq, cette semaine, s'est effectivement fait plier. Jusque-là, il était endormi depuis 2 mois dans un range et il est en train d'en sortir par le bas. On a pour autant toujours une tendance primaire qui est haussière matérialisée par ce canal ascendant, dont, a priori, on est quand même susceptible de le remettre en question la semaine prochaine. D'ailleurs, plus de 50% des valeurs du Nasdaq sont en dessous de leur moyenne mobile à 200 périodes. C'est une moyenne mobile super longue qui matérialise les tendances de fond, celles qui viennent de très très loin. Donc quand les cours croisent la MM200, c'est que généralement il se passe un truc, disons qu'il se passe quelque chose. Et on remerciera Charles qui m'aide à faire ce débrief entre autres, qui m'a fait remarquer que la MM30 mensuelle du Nasdaq, au-delà du fait que ça marche quand même plutôt pas mal depuis maintenant 10 ans, se trouve à peu près autour des 12 000 points, c'est-à-dire 20% encore sous les pieds du Nasdaq, histoire d'alimenter un petit peu plus ce contexte anxiogène. Disons que si
si on veut chercher un point d'achat à long terme, vu la pression baissière qu'il y a en ce moment, faut pas être pressé. D'ailleurs, on voit depuis 10 jours que les 3 indices américains qui sont plutôt corrélés entre eux, en bleu le Dow Jones, en orange le SP500 et en bleu turquoise le Nasdaq, visiblement on n'a pas trouvé d'autres couleurs, et ben le Nasdaq prend plus cher dans la tronche que le Dow Jones. C'est QFD. Et en France, même chose, sauf qu'on n'a pas de valeur technologique. Donc du coup, on a pris le secteur du luxe, donc on va pouvoir se gratifier un petit tour chez Hermès grâce au livret A qui va exploser, et les bancaires qui, elles, en profitent. Et qui fait donc le chemin inverse du secteur du luxe. Du coup, ça nous donne la minute pédagogie avec Xavier Fenot. Les valeurs du luxe, elles, ont explosé ces derniers mois. D'ailleurs, même pas tiqué qu'il y avait du Covid. Le PER d'Hermès, ce qui mesure en fait sa cherté, a explosé à 70 fois les bénéfices. Cette remontée des taux va compresser les niveaux de valorisation. On utilise notamment le taux à 10 ans pour pouvoir calculer la valorisation des entreprises. Et vu que les taux sont en train de remonter, très rapidement à court équivalent, le fait que les taux remontent, ça va rendre l'action beaucoup plus chère. Et ce par rapport au taux à 10 ans, ce qu'on appelle le taux sans risque. Et les valeurs bancaires, à l'inverse, elles, vu que les taux remontent, et ben ça va leur permettre de gagner un petit peu plus d'argent, de faire plus de marge. Et vu que les valeurs bancaires sont pas chères, double effet ciseau, ça remonte. Rexel, quant à elle, ce qui n'a absolument rien à voir avec le tableur puisqu'il y a un R devant, c'est le leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Il y en a partout du Rexel. Tout ce qui touche à l'électricité, que ça soit dans les hôpitaux, les aéroports, tout le secteur industriel et même chez les particuliers, que ça soit la démotique et autres, la moitié de son business est en Europe et l'autre moitié, c'est dans le reste du monde. Elle a relevé ses perspectives, son carnet de commandes 2022, il est chargé à bloc. Tout montre que ce soit son activité, sa marge. Et elle réussit même, en cette période d'inflation et de pénurie, de maîtriser ses coûts. Tout ça mélangé, ça mérite bien un to the moon. Alors concernant EDF, c'est pas la joie. Déjà que c'était pas la joie le 16 décembre, parce que tu te souviens, on en avait parlé, elle avait déjà arrêté temporairement de réacteurs. Et vu qu'on sait qu'il faut quand même se méfier avec tous les termes transitoires et temporaires, hein, on pense à toi Jérôme, le gouvernement français le force à réduire ses prix de vente auprès de ses concurrents. Et ce jusqu'à 40% de réduction de prix toute l'année 2022. C'est ce qu'on appelle des soldes temporaires toute l'année. Bonne nouvelle donc pour les consommateurs d'électricité, autrement dit à peu près tout le monde, puisque ça devrait réduire l'augmentation de la facture à seulement 4%, et ce donc sur toutes les factures d'électricité en 2022, alors qu'on est en période quand même d'inflation énorme et d'envolée des cours de l'énergie absolument hallucinante. Mais pour les actionnaires, disons que ça les emballe un peu moins. Comme quoi on dit souvent sur le marché, il y a des valeurs sûres et des valeurs risquées. Et même les valeurs sûres, elles peuvent se manger quand même un moins 40% dans la tronche en un mois. Preuve en est EDF. Au-delà de faire gaffe, et tu l'as compris sur toutes les valeurs qui sont très bien valorisées, autrement dit les technos, le luxe, et ben les valeurs cycliques au travers du Dow Jones, pour le moment, ça va. L'indice reste toujours en tendance haussière à court terme. Toute la semaine, on a eu des mouvements de va-et-vient, ce qu'on appelle dans le jargon un mouvement de lessiveuse, qui n'a pas présenté de grand intérêt, sauf si vraiment on fait de l'intraday de manière très active. Mon projet, c'est d'acheter un peu plus bas, le temps que ça se tasse et que ça se calme un peu, et une fois qu'on arrive sur ces zones clés, d'attendre une réaction positive du marché pour prendre le train en marche. En voici quelques-unes. Pour commencer avec l'indice Dow Jones, à la louche, ça nous donne les 35 000 points. 7 000 points sur l'indice CAC 40, voire peut-être même 6 900 points, et pourtant, il fait partie encore des plus solides. Et pourquoi il fait partie des plus solides? Maintenant, tu le sais, et tu le sais, on en a parlé il y a 2 minutes. Les bancaires, et oui, parce qu'il est composé d'énormément de bancaires. Le DAX, quant à lui, ce sera plutôt sur les 15 430 points, ou encore le Nikkei sur les 27 004. D'ailleurs, personne ne le regarde trop, le Nikkei, parce que c'est loin, c'est une archipel, tout ça, mais en 2021, c'était quand même tout con. Tu traces 2 lignes, une en haut, une en bas, et toute l'année, ping-pong, bam, bam, bam. D'ailleurs, ça me rappelle à l'époque Metaverse où on jouait, tu sais, avec ces super jeux là de pong, bam. C'était le métaverse de l'époque, en vrai. L'argent, ça repart un peu, mais ça échoue encore sur cette MM50 Daily. Bon, au moins, ça nous apprend la patience. Je suis toujours à l'achat sur cette grosse zone mensuelle. Et pour le pétrole, nous avons eu une inversion de polarité depuis qu'on est passé au-dessus de cette zone des 77 $. Tant qu'on reste au-dessus, c'est haussier à court terme. Et si tu as envisagé de faire le plein de la voiture, je te conseille effectivement d'y aller très rapidement parce que on est prêt à péter ses plus hauts de 8 ans.
Oui, les plus hauts depuis 2014. Sauf si les producteurs de pétrole, autrement dit l'OPEP, décident à un moment donné de se dire « Ah, c'est trop haut, on va augmenter la production ». Visiblement, c'est pas dans le pipeline. Rattrapons le Crypto Hebdo qui n'avait pas eu lieu mercredi dernier, mais qui aura lieu mercredi prochain. N'oublie donc pas de t'abonner, de liker, de mettre la cloche et de liker si c'est pas déjà fait. Comme ça évitera d'oublier à la fin de la vidéo. Le Bitcoin a tenu cette zone des 40 000 $ et d'ailleurs, à ce sujet, j'en avais parlé sur Twitter, il y a quand même certaines similitudes avec ce qui s'est passé au début du mois de septembre. Et c'est assez troublant, en tout cas pour le moment. Dans les deux situations, nous avons connu les séances de flash crash. Ensuite, une phase de latéralisation, plus longue d'ailleurs sur la dernière, un retracement dans la mèche du flash crash et même l'inscription léger, mais quand même l'inscription des nouveaux plus bas par rapport au plus bas qu'on avait connu lors du flash crash. Et maintenant, ça rebondit un petit peu et on est en train de reproduire quasiment exactement le même scénario sur les 40 000 $. Ceci n'est pas une boule de cristal et ça va pas forcément se reproduire à l'identique, c'est-à-dire partir direct sur des nouveaux records historiques. D'ailleurs, juste après, on avait eu un retest des 40 000 $, mais bref, faut pas partir du principe que c'est le point bas de l'année 2022. Et donc, qu'on peut retourner, se faire peur, peut-être autour des 40 000 $ à nouveau. En tout cas, preuve en est, pas de panique quand on arrive sur des gros niveaux, il y a quand même de fortes probabilités que le marché réagisse, ce qui montre d'ailleurs accessoirement une certaine maturité aussi du marché. Pas d'euphorie non plus quand on prend sur certaines cryptos en quelques jours 10, 15, 20 et peut-être même d'ailleurs sur certaines 50%. Et oui, c'est à ce moment-là que je vais montrer ce graphique qui représente l'évolution du Bitcoin, mais pas que les 50 plus grosses cryptos, les plus valorisées. Et ce, depuis un mois. Et on voit que le Bitcoin, c'est pas le plus dynamique. Il y en a un paquet qui font mieux que lui. D'où cette volonté dans cette phase de consolidation horizontale qu'on a sur la capitalisation totale. Et ça tombe bien, comme par hasard, on l'a vu la semaine dernière, on s'approchait de la borne basse du range et on a bien réagi sur la borne basse de ce range. C'est donc d'essayer du mieux possible dans cette période-là de privilégier les plus fortes, autrement dit celles qui sont dans des tendances haussières daily, au-dessus par exemple de leur moyenne mobile journalière, car ça nous donne plus de chances de gagner et de réussir si on s'entoure des favoris, plutôt que de s'entourer de celles qui font des plus bas de plus en plus bas. Ça marchera pas à tous les coups, mais plus de probabilité. Ça semble logique d'acheter plutôt ce qui monte et de pas acheter ce qui baisse, mais vu qu'on dit en bourse, oui, le but c'est d'acheter en bas et de vendre en haut, sauf que d'acheter en bas, on sait pas qu'on a acheté en bas tant que le bas on l'a pas fait hier. Bah oui, puisque toutes les semaines on a des nouveaux plus bas. Comment on sait que le plus bas qu'on fera cette semaine, ça sera forcément le plus bas? Bah on sait pas. Essayer d'acheter en bas et de vendre en haut, c'est un mythe. Donc dans cette phase d'accalmie générale, le fait que le Bitcoin ait bien réagi sur les 40 000 $, ça donne déjà un petit peu de répit. Et celles qui étaient les plus fortes sont de plus en plus fortes. Exemple avec Rose, One de la blockchain Harmony ou encore Nia. D'autres qui se sont repliés sur des niveaux clés daily mais qui restent tout de même toujours en tendance haussière, ont elles aussi plutôt bien réagi, comme par exemple Luna, Matic ou encore FTM. Et parlons de mes boulets, on en a tous, j'en ai parlé dimanche dernier. BNB, ça va mieux, même s'il faudra qu'elle repasse au-dessus des 510 $. Ou l'Ether de la blockchain Ethereum, qui a tenu les 3000 $, mais qui devra repasser encore au-dessus de sa MM20 daily pour enrayer justement ces plus hauts de plus en plus bas et mettre un terme à cette dynamique baissière daily. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. On continue donc dans cette période de flottement. Premièrement, de travailler les plus fortes en priorité. Même si on a encore des boulets, il faut plutôt se concentrer sur les favoris du moment. Deuxièmement, ne pas s'investir à 100%, car pour le moment, faut pas se leurrer, on n'a pas non plus de signaux méga positifs sur le marché. On a juste des gros niveaux qui suscitent pour le moment de belles réactions techniques. Et tant mieux. Et troisième chose, éviter de tourner comme des avions. Dans tous les sens, à la moindre bougie H1, se dire « Ah, ça y est, il va se passer ça dans les 5-10 prochains jours. » On reste en daily parce que ce n'est pas une bougie d'une heure qui va donner le sens de la tendance sur plusieurs jours, voire même sur plusieurs semaines. Et je sais qu'en période comme ça un petit peu de flottement, on a tendance à passer du temps derrière les graphiques, ce qui nous aide pas forcément. Et sinon, la grosse news de la semaine, Elon Musk a tweeté, ça y est, on peut payer des porte-clés Tesla en Dogecoin. Bon, il n'y a pas que des porte-clés, il y a d'autres petits trucs, donc la raison pour laquelle Dogecoin bourre. C'est le moment pour moi de vous souhaiter un très bon dimanche si vous avez liké. Tout ne va donc pas si mal que ça. À très vite ici ou ailleurs et c'est tout en fait. Ciao!